Bonjour Rémi Cristoforetti. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Philippe, enchanté. Enchanté. Donc vous êtes le directeur général de Le Gouessant, la coopérative agricole qui est située à Lamballe dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes aussi président de l'ABEA, l'Association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire. Alors vous le savez, Eureco, c'est le programme qui doit permettre de partager des solutions qui sont mises en œuvre dans des entreprises. Et pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de nous attaquer à un sujet qui est très d'actualité depuis déjà quelques mois. C'est la question des économies d'énergie. Mais avant de rentrer peut-être dans le cœur du sujet, je vous propose un peu de nous expliquer quelle est l'activité de Le Gouessant en quelques mots. Alors Le Gouessant est une coopérative agricole avec vraiment une coopérative dans l'esprit le plus traditionnel, avec une activité qui est concentrée sur l'alimentation animale, l'élevage et le conseil à l'élevage, avec une vraie organisation autour du lien au végétal et l'accompagnement de nos éleveurs dans la dimension animale et végétale. Donc combien d'adhérents, de salariés, de chiffre d'affaires 850 salariés, à peu près 4000 adhérents et 770 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un groupe, Le Gouessant, qui est extrêmement consommateur d'énergie, on l'imagine. Hein. Déjà, vous confirmez? Oui. On est énergie intensive, oui, tout à fait. On va en parler plus en détail. Avant même le conflit en Ukraine, qui évidemment a mis l'accent sur cette question et cette problématique, quels étaient vos plus gros postes de dépenses dans ce domaine? Alors, le plus gros poste, c'est vraiment la nutrition animale. D'un point de vue concret, la nutrition animale, c'est apporter une alimentation équilibrée aux animaux dans des quantités qui sont très faibles. Donc, le principe, ça va être de broyer des céréales, des protéagineux et les mélanger. L'activité de broyage va représenter à peu près 20% de notre consommation énergétique. Elle est très énergivore. Et la partie la plus énergivore, c'est la granulation. C'est le fait de refaire un granulé pour assembler et apporter vraiment une portion équilibrée qui apporte vitamines, oligos et céréales à poules, pondeuses, veaux, vaches, cochons. La guerre en Ukraine, on le disait, donc lancée en février 2022, il y a déjà 1 an et demi, mis en exergue la très forte dépendance de l'Union européenne et de la France à la Russie dans le domaine énergétique. Plusieurs décisions ont été prises pour contourner cette dépendance, avec une conséquence, une flambée des prix. Quand est-ce que ça a commencé à se voir vraiment sur vos factures ? À nous, c'est l'année 2022. Oui. En fait, dès l'année 2022, on commence à avoir des impacts. 2021, par rapport à 2022, on double quasiment c'est à peu près 2 millions de plus, pour vous donner un ordre de grandeur, principalement par l'électricité. Et l'année 2023, on a engagé l'année 2023 avec une hausse potentielle qui était plus de 10 millions d'euros. D'accord. Donc fois 10 par rapport à 2021 et fois 5 par rapport à l'année dernière? Fois 5 par rapport à 2021, à peu près. Fois 5 par rapport à 2021, d'accord. Ouais. Donc le problème n'est pas réglé, loin de là même. Non. Il empire. Exactement. En plus, on a Pourquoi il y a ce différentiel d'une année, sur 2 années? Pourquoi c'est encore plus important en 2000 En fait, on avait une situation qui était assez simple. On consomme 60% électricité, 40% de gaz. On était couvert en contrat gaz, ce qui était protecteur pour nous et ce qui fait que l'année 2022 était protégée côté gaz. Côté électricité, on avait une partie indexée sur le marché qui a pris une première hausse sur l'année 2022 et 2023, on était au réachat. Donc 2023 pour nous était déjà compliqué pour signer un contrat et on a trouvé un contrat pour couvrir l'année 2023 en août 2023. Donc 2022. Pardon. Oui. Donc un vrai challenge au niveau chrono et une vraie tension sur le sourcing même. Oui, parce qu'en fait vous signez les contrats sur un an au moins, peut-être plusieurs années, c'est ça? On signe des contrats, on signe des contrats sur des périodes de 3 ans avec des principes de fixation de prix. Donc, par exemple, Le Gouessant, on achète des contrats sur 3 ans et on va acheter ce qu'on appelle en 4 clics. Et par rapport au marché libre, on va acheter 4 fois au cours de l'année, là c'était 4 fois au cours de l'année 2022 pour l'année 2023. Donc vous imaginez, signature en août, on a signé entre août et fin décembre, ce qui était quand même assez compliqué. Et la prochaine signature, elle interviendra quand? Là, on a commencé à acheter pour 2024, donc au cours de l'année 2023. Donc on a une partie du prix qui est fixée. Alors après, il y a une règle un peu compliquée qui est en négociation avec le fameux ARENH. Donc on a fixé, par exemple, nous, la totalité de notre prix pour l'année 2024, dans ce qu'on pouvait faire, les clics, et l'État doit nous dire ce qu'il appelle le coefficient de bouclage, qui est le pourcentage de prix d'électricité qu'on aura au tarif protégé énergie nucléaire. Ça, on ne connaît ni la quantité, ni le prix. On le saura en fin décembre,
Et ça pèse quasiment pour nous entre plus 0 et plus 2,5 millions d'euros. Mais ça nécessite des expertises hyper pointues dans votre entreprise pour pouvoir discuter avec ces interlocuteurs-là. Ouais. Alors, ce qu'on a choisi, nous, ça a été vraiment d'avoir quelqu'un qui est responsable de l'achat électrique. Donc, c'est une jeune acheteuse qui nous a rejoint et qui est responsable de cette fonction et qui est combinée avec un expert consommation énergétique. Puisqu'en fait, il faut en permanence combiner les deux. L'équation aussi, c'est l'amplitude du prix de l'électricité est tellement important. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a un site pas très loin, Noyelles-sur-Vilaine, entre le prix moyen et le prix le plus haut en heure de pointe, par exemple, comme on va faire face en période hivernale, donc 8h, 10h le matin et 18h, 20h, l'écart c'est 7 fois le prix. Donc on va payer l'énergie électrique à plus de 550 € le kilowattheure. Donc nous, à ce prix-là, on ne peut pas produire. D'accord. Donc du coup, ça a des conséquences aussi en termes d'organisation du travail. Donc il est important d'avoir, c'est vrai, une vraie expertise à l'achat, mais aussi une stratégie d'utilisation de l'électricité, au-delà même de la consommation. Ouais, on voit que les Françaises et les Français font attention. Hein, la consommation d'énergie baisse globalement dans le pays. Bien aidé, alors il est vrai, je ne sais pas si c'est le terme, mais pas le réchauffement climatique, évidemment, qui pose d'autres problèmes bien plus importants par ailleurs. Mais c'est le cas aussi chez vous, votre consommation, vous arrivez à la baisser ? Alors on arrive à la baisser, alors différemment. Hein. Nous, on avait une culture déjà très longue d'optimisation des coûts. On est quand même dans une économie très optimisée en termes de coûts et les coûts d'énergie étaient importants. Donc on avait cette capacité à mesurer l'ensemble de nos installations. Donc on a la consommation moteur par moteur, équipement par équipement. Une chose assez simple, par exemple, c'est qu'on identifie la consommation induite pour chaque moteur. Donc on sait quand on appuie sur le bouton et qu'on met ce moteur en marche, quelle est la consommation induite. Ça nous permet de réfléchir à systématiquement couper, éviter les zones de transition où ça tourne à vide, les montées en charge. Ça évite aussi les pics de charge. Donc ça, on avait déjà cette consommation. Donc côté industrie, on était assez optimisé. L'endroit où on a fait le plus d'économies, c'est côté tertiaire. On avait rénové les bureaux avec un vrai travail d'isolation, avec des sas d'entrée par exemple, aussi bien en été qu'en hiver. Et aujourd'hui, on peut à peu près estimer que sur les 6 premiers mois de l'année 2023, on a pratiquement économisé 20% de consommation électrique sur la partie tertiaire, sur les bureaux. D'accord. Alors on peut rappeler que le gouvernement mi-2022 avait appelé les industriels à réduire leur consommation énergétique de 10%. Est-ce que ça vous a... C'est ce qui vous a conduit à vous lancer dans ces actions ou vous l'aviez déjà en fait initié Non, on avait déjà ces démarches, mais l'année dernière, à la même époque, on parlait même de coupures. Et on se préparait à des gestions de coupures, de ruptures de fourniture électrique. Et donc nous, on avait une vraie réflexion de se dire comment on peut gérer ce genre de situation et vraiment faire un effort de mobilisation par rapport à ça. C'était vrai pour nous et c'est vrai pour l'ensemble de la filière. Et donc dans ce cadre-là, nous, on arrive à faire des économies. Au final, je pense que sur l'ensemble du Gouessant, on sera une économie qui sera de l'ordre de 5, allez, peut-être un peu plus que 5, mais ce n'est pas encore gagné. Rémi Cristoforetti, avant de poursuivre, je vous propose qu'on se tourne vers Guillaume Bietri, notre journaliste économique au sein de la rédaction, pour un focus sur la consommation énergétique en Bretagne. En matière d'énergie, qui consomme quoi en Bretagne? On parle souvent d'électricité et de gaz, mais c'est le pétrole qui est numéro 1 sur le territoire breton, et pas qu'un peu. Les produits pétroliers comme le fioul, le gasoil ou l'essence représentent pas moins de 45% de l'énergie consommée. Arrivent ensuite l'électricité et le gaz avec environ 25% et 20% respectivement, puis le bois, environ 5%. Dans la région, la consommation d'énergie finale était de 75 TWh en 2020, un chiffre aujourd'hui un peu moins élevé, car face au risque de blackout électrique et aux appels à la sobriété, les Bretons ont réduit leur consommation électrique de 2% en 2022. Pour le gaz, la consommation a en revanche bondi de 15%, la faute essentiellement à la sursollicitation de la centrale électrique au gaz de Landivisiau dans le Finistère. En termes de secteur, le logement et le tertiaire s'affichent comme les principaux consommateurs d'énergie devant l'industrie, les transports, l'agriculture et la pêche. Mais si on restreint l'analyse à l'électricité, alors c'est le logement qui est numéro 1, tandis que c'est l'industrie pour le gaz. Et côté pétrole, le plus gros consommateur est sans surprise les transports, l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre des Bretons.
Alors Rémi Cristoforetti, on l'a vu quand on parle de consommation énergétique, il faut bien acheter, on parle d'énergie, mais aussi il faut mieux acheter tout ce qui constitue en fait un stock dans une entreprise. Vous avez revu votre stratégie en la matière, je pense notamment peut-être aux aliments, le lien avec les agriculteurs. Oui, tout à fait. Alors il y a deux choses. Côté énergie, hein, pour être très explicite, alors je vous l'expliquais, on fait un granulé qui permet d'apporter la bonne quantité à une poule pondeuse. Hein. Tous les éleveurs de poules pondeuses connaissent ça. La solution pour nous, c'est de vendre plus de farine. Donc éviter d'avoir cette opération de granulation et aller plus de farine. On a réussi à convaincre. Alors il y a des vrais sujets techniques, puisqu'en fait la farine, il ne faut pas qu'elle se démélange, il ne faut pas qu'elle soit distribuée, il faut qu'elle soit bien adaptée dans sa présentation aussi. Et donc il y a tout un travail qui a été fait avec un groupe d'éleveurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, on va être à peu près à 10 000 tonnes qui sont passées de granulés à farine. Oui. Ça fait 40 000 tonnes par an à peu près en cumul. Pour nous, c'est quand même 20% de la production, par exemple, sur porc et pondeuse cumulés. Donc c'est assez important. Et là, c'est un effort combiné qui se fait avec nos adhérents clients, mais aussi avec toutes les équipes de support, etc. Et la conséquence, c'est nettement moins d'énergie, oui. puisqu'en fait, cette économie-là, elle va nous faire à peu près 2 gigawatts. Donc il y avait un prix incitatif pour aider les éleveurs et de se dire, vous prenez une partie de l'économie. Oui. Et donc ça permet de faire une économie bas de page assez importante, d'un point de vue consommation électrique nette. Et puis le Gouessant, c'est aussi beaucoup de logistique. Hein. Vous avez des camions sur les routes. Les prix des carburants ont beaucoup augmenté. Comment on fait quand on a une flotte de poids lourds? Je suppose que vous n'allez pas passer à l'électrique tout de suite. Non. Et c'est un vrai défi de coordination de quelle énergie pour le transport, et notamment en capillarité agricole. Donc là, c'est un vrai défi à réfléchir, je pense, en consolider pour la filière. Nous, d'un point de vue très concret, aujourd'hui, la première chose, c'est remplir davantage les camions. Oui. Plus les camions sont pleins, éviter les tournées très longues, etc. Donc ça a été tout un travail aussi avec nos adhérents à nouveau, de se donner plus de souplesse sur la commande. Donc les appeler pour être sûr qu'on puisse faire des camions plus complets, avoir de la souplesse pour organiser, aller que dans une seule région à un seul moment. L'autre sujet aussi, c'est l'éco-conduite. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratiquait, on le repratique à nouveau. Donc l'éco-conduite, c'est tout le monde peut le faire de manière assez simple. C'est des réflexes de ne pas freiner brutalement, pas réaccélérer, limiter plutôt sa vitesse, se dire qu'à des endroits, voilà, on est à 80, on est plutôt à 70 et on ne gagnera pas, ou on ne perdra pas beaucoup de temps. Mais en revanche, en économie, c'est significatif. 10 km/h par endroit, c'est 4, 5, ça peut être 6% quand on est autour de 90-100, par exemple. On a beaucoup parlé d'électricité, on vient de parler du gasoil, peut-être un mot sur l'eau aussi. J'imagine que c'est un enjeu important, alors pour le secteur industriel bien sûr, pour vous, votre entreprise aussi. Alors pour nous, on est moins consommateur d'eau, pour être très clair. On utilise de l'eau en vapeur, donc c'est vrai, côté gaz, on va produire de la vapeur pour en fait participer à la structuration de ce granulé. On a une consommation, nous, importante en eau côté pommes de terre, c'est le nettoyage des pommes de terre. Donc là, c'est pareil, on a toute une réflexion pour arriver à avoir la même efficacité que la ménagère quand elle lave ou quand vous lavez chez vous. Ou le ménager. Ou le ménager, oui, pardon. Je me suis retenu au dernier moment, mais voilà, elle a été faite, tant pis pour moi. Donc quand vous faites le lavage de vos pommes de terre, oui. Et on arrive globalement à faire à peu près 2 litres par kilo. Oui. C'est encore beaucoup, il y a un travail de réoptimisation. Là, si je reprends ma casquette à BEA, il y a un gros travail qui est fait en termes de réutilisation de l'eau, la fameuse reuse. C'est de se dire, dans le cas d'espèces, par exemple, nous, une fois qu'on a lavé les pommes de terre, cette eau est impropre à l'usage, quelle que soit sa destination. On pourrait laver les infrastructures, laver les sols, etc., mais on n'a pas le droit de le faire. Et on attend un décret qui devrait être publié avant la fin de l'année et qui permettrait l'utilisation. Dans ce contexte-là, des industries comme l'industrie laitière pourraient devenir producteurs nets d'eau, en utilisant l'eau qui est évaporée pour faire le lait en poudre et pour faire certaines préparations. Donc une vraie opportunité. On le disait, donc vous êtes aussi président de l'ABEA, l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires. Toutes ces questions autour de l'énergie, j'imagine que ça a beaucoup occupé vos adhérents. Certains ont rencontré de grosses difficultés pendant cette période et rencontrent toujours des difficultés. Alors il y a eu des grosses difficultés en fait, on en parlait même pour le Gouessant, c'était obtenir des contrats. Certains avaient des ouvertures de sites et avaient vraiment des difficultés à contractualiser. Certains sont trouvés dans des situations où pour un nouveau site qui avait vraiment des avantages, l'obtention du contrat était tellement chère qu'en fait, ils ne pouvaient pas faire cette dynamique de site. Après, l'ABEA a une culture très pratique, vraiment très concrète,
et à chaque fois, c'est des recommandations. Ce qui a été fait, c'est vraiment des groupes de travail où on partageait ensemble des savoir-faire. Une source, par exemple, très opérationnelle de l'économie d'énergie, c'est les fuites d'air, lutter contre les fuites d'air. Il y a des prestataires qui sont installés avec des capacités, avec des caméras pour détecter les fuites d'air. Une fuite d'air, ça peut être 5 000 € par an d'économie quand vous la détectez. Ça peut être aussi de la cartographie thermique. Vous regardez sur vos installations électriques les endroits où vous consommez beaucoup avec une cartographie thermique. Ça permet assez rapidement de le faire. L'idée, c'était au sein de la BEA de vraiment partager les bonnes pratiques, référencer des prestataires, aider l'ensemble de notre tissu, qu'on soit très gros ou petite entreprise, qu'on ait cette capacité à trouver des solutions et trouver des solutions très concrètes d'optimisation de sa consommation énergétique. C'est vrai aussi sur l'eau. Il y a eu la même concrétisation. Et là, la BEA porte de manière plus en leadership cette demande de décret reuse auprès des autorités. Merci beaucoup, Rémi Cristoforetti. Donc, Au plaisir. On le répète, directeur général de Le Gouessant et président de la BEA. J'espère que ça apportera quelques idées aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Et avant de conclure, je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert par Banque Populaire Grand Ouest. Quelle solution pour rémunérer sa trésorerie d'exploitation? Après 7 années de taux exceptionnellement bas, voire négatifs, l'Euribor 3 mois atteint moins 0,605% et le 10 ans État français moins 0,42%, nous retrouvons des taux plus élevés. En effet, dans un contexte de forte inflation, la Banque centrale européenne a remonté son taux de refinancement de 0% à 4,5% en un peu plus d'un an. L'absence de rendement attractif avait conduit les entreprises à laisser de côté la gestion et l'optimisation de leur cash. Avec un Euribor 3 mois à 3,93% et une OAT française à 3,26%, nous retrouvons des moyens pour optimiser la rémunération de la trésorerie. En premier lieu, il convient de déterminer un horizon de placement et des risques acceptés. Le maître mot sera ensuite diversification pour choisir entre les différents produits d'épargne qui répondent à ces attentes. Allez, c'est la fin de cette émission et pour conclure, je vous propose qu'on s'arrête sur cette technologie développée par la start-up Enercool à Nantes. Elle a conçu une peinture qui permet, une fois appliquée sur les toits, de réduire de plusieurs degrés la température des bâtiments industriels, des entrepôts, des bureaux. Le principe de cette peinture magique, des pigments réflectifs qui renvoient les infrarouges générateurs de chaleur. Une technologie inspirée d'un process développé par la NASA. À la clé, moins de clim l'été et donc des factures d'électricité plus légères. L'espace mène à tout. Salut!